Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les Cornifleurs. Auteur Liu le Renard. Chapitre 1 Monsieur Vernet. C'est un homme de 40 ans, un peu raide et lourd, convenablement vêtu. On sent qu'il n'a pas lui-même soin de sa personne, qu'il ne s'habille pas seul. Madame Vernet le boutonne, l'épingle, le peigne. Rarement un jour se passe sans que la raie, droite et pure, se défasse, et que la cravate remonte. Mais Monsieur Vernet est incapable de revenir sur sa toilette, et il semble, pour cette raison, plus distingué le matin que le soir. Le peu qu'il montre de ses yeux est d'un bleu tendre. Ses paupières pesantes jouent mal, constamment presque fermées. Il est obligé de lever la tête, de la pencher en arrière, comme les gens qui regardent par-dessous leurs lunettes. Je le dis sans malice, la forme de ses yeux rappelle quelque chose de déjà observé aux yeux des porcs. En omnibus, Monsieur Vernet se met de préférence au fond, et regarde les derrières des chevaux lourdement secoués. Le pavé de Paris use les meilleures bêtes. Suivant les recommandations du préfet de police, Monsieur Vernet ne descend pas de voiture avant qu'elle ne soit immobile. Mais une fausse honte, bien excusable chez un homme, l'empêche de demander le cordon au conducteur pour lui seul. Il attend qu'une dame fasse arrêter, et profite de l'occasion. Sinon, il s'entête, dépasse le but, va jusqu'à la station prochaine et retourne sur ses pas. Fin du chapitre 1. Chapitre 2, de la prudence. Oh! Je me tiens sur mes gardes. Une récente aventure m'a rendu sévère. Je viens de quitter certaines familles honorables que j'aimais beaucoup, un peu trop, et je frissonne au souvenir de l'outrage. Je ne me livrerai pas sans défiance. Il faut que plus tard, si l'aventure tourne mal, je puisse dire hautain et bref à cet homme. Ne vous souvient-il pas, monsieur, que vous avez été le premier à me tendre la main, À ces reproches, je répondrai. C'est vous qui m'avez cherché. Dès qu'on nous embrasse, il est bon de prévoir tout de suite l'instant où nous serons giflés. Je l'épie et le vois venir. Ce n'est d'abord entre nous qu'un échange de nos deux cartes. Monsieur Vernet me regarde. Est-ce tout? Oui, dis-je. J'ai jeté négligemment mon nom à la corne du carton en signature. Au-dessus je puis écrire quelques lignes, c'est commode. Monsieur Vernet sourit et dit: J'aime tout ce qui est original, hein? Mais par politesse ou indifférence, il ne réclame pas d'autres renseignements. Nous nous saluons, et nos chapeaux se bossellent au plafond de l'omnibus. Fin du chapitre 2. Chapitre 3, bouton par bouton. À chaque rencontre, comme on reprend aux dernières mailles une dentelle interrompue, la conversation nouvelle se raccroche aux derniers mots de la précédente. Expérimentés, nous n'allons pas vite. Une fois, Monsieur Vernet dit son âge, une autre fois, le chiffre de ses appointements, 15,000 francs. De plus, il est intéressé dans les affaires. Elles vont bien. Mais ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'il a droit à 2 mois de congé par an. Lentement, je reconstruis sa vie. Aujourd'hui, il m'apprend le petit nom de sa femme, Blanche. Elle a oublié de lui changer ses manchettes. Il serait plus expansif si j'étais moins discret. Mais je n'ai pas l'habitude de me jeter à la tête des gens. Je ne le fais que par exception. Tantôt obstinément silencieux, j'affecte de ne rien entendre, tantôt je coupe net une confidence, en toussant. Si Monsieur Vernet me demande: Vous avez sans doute quelque emploi? Je réponds: C'est peu de choses, j'élève 3 petits lapins. Monsieur Vernet feint de comprendre, puisqu'il aime tout ce qui est original. Et vos petits lapins vont bien? Ils sont charmants et forment un triple étage. L'aîné a la tête de plus que le cadet la tête de plus que le troisième. On me les prête tous les matins. Je vois, vous êtes professeur libre. Oh? Tout à fait libre. Les pauvres petits et moi, nous nous sommes bien ennuyés ensemble. Mais il faut aider ma famille à me faire vivre. Voilà qu'ils sont à point pour entrer au lycée. Quel dommage. J'avais comme vous 2 mois de congé, et en outre toutes mes soirées à moi, ce qui me permettait de travailler. Je répète le mot travailler, en exagérant la voix et le geste. L'heure est-elle venue de dire à quoi, hein?
Fin du chapitre 3. Chapitre 4, encore un homme de lettres. Monsieur Vernet. Vraiment, je n'achète le journal que pour ma femme, car je n'ai pas le temps de le lire. Je jette à peine un coup d'œil sur les faits divers et la bourse. Henri. Et cela suffit car le reste, ce que nous écrivons, est-ce intéressant? Monsieur Vernet. Vous écrivez donc dans les journaux, non? Henri. Des fois. Monsieur Vernet. Lequel? Henri. Oh! N'importe lequel. Dans l'un ou dans l'autre. Un peu partout. Monsieur Vernet. Je n'ai jamais vu votre nom. Henri. Cela ne m'étonne pas. J'écris sous des pseudonymes. Je suis jeune et n'ose pas me lancer. Il y a la famille, hein? Monsieur Vernet. Mais ces pseudonymes, quels sont-ils? J'en invente sur le champ quelques-uns. Au premier, Monsieur Vernet fait des signes d'ignorance. Il reconnaît les derniers, hein? Oui, je crois avoir vu celui-là quelque part. Le coup est porté. Monsieur Vernet se rapproche de moi. La serviette du professeur Libre n'est plus à ses yeux banale. Il y a peut-être un article dedans. La différence des âges est abolie. Nous nous estimons de pair. Monsieur Vernet. Je voudrais bien lire quelque chose de vous. Henri. Ce que j'ai fait jusqu'ici ne mérite pas d'être offert. Attendez au moins que j'ai terminé mon roman. Monsieur Vernet. Comment, vous écrivez aussi des livres? Henri. Des livres. C'est beaucoup dire. Je barbouille du papier. Monsieur Vernet. Je serais empêché de soutenir qu'un livre est bon ou mauvais. Je ne m'y connais pas et n'y entends rien. Mais j'affirme que pour faire un roman, quel qu'il soit d'ailleurs, pour mener à bien l'histoire, pour se retrouver au milieu de tous les personnages, et ne pas confondre Pierre avec Paul, il faut avoir de la tête. Nous sommes graves. Il semble que nous allons moralement, nous cordelaire, nous nouer. Presque sous le manteau, en me cachant des passants, je donne à Monsieur Vernet ma vraie carte, une plaquette d'une centaine de vers luxueusement éditée aux frais de cette honorable famille que j'ai quittée. J'en ai toujours un exemplaire sur moi. C'est un en-cas préparé pour liaison immédiate. Monsieur Vernet l'ouvre sans un mot. La dédicace est flatteuse, l'hommage empressé. Et puis, il possède maintenant, pour la première fois de sa vie, une chose imprimée qu'il n'a pas achetée. Il m'offre en échange une invitation à venir prendre le café, sans cérémonie, dimanche prochain, vers 1h. Madame Vernet y compte fort. On m'attendra, non? Notre poignée de main est longue, comme si nous venions de traiter un important marché, hein? Monsieur Vernet me sourit tout grasse, et je chantonne ainsi qu'une raccrocheuse, quand la soirée est belle et que le trottoir donne bien. Fin du chapitre 4. Chapitre 5, est l'entrée. Je m'attends à du nouveau, oh. Je tombe dans un ménage bourgeois, c'est-à-dire au milieu de gens qui n'ont pas mes idées. Le bourgeois est celui qui n'a pas mes idées. J'ai préparé en sot ma première visite au Vernet. J'allais chez eux avec le plaisir d'avoir à poser un peu, et la crainte de n'être pas compris. Je me promettais de faire de l'effet, repassant mes citations, cherchant des noms d'auteurs peu connus, et dont la seule étrangeté me ferait honneur. N'avais-je pas, dans la collection de mes gestes, quelque élévation de bras, un ploiement de genoux, un coup de nuque en arrière, qui serait à mes phrases d'élite ce que les projections lumineuses sont aux conférences scientifiques? Ai-je fait mes frais? Je ne me rappelle pas avoir été au-dessus de moi-même. Nous avons pris du café, et j'ai déclaré qu'il était bon, mais un peu chaud. Monsieur Vernet m'a parlé de sa cave. J'ai trouvé cela naturel, puisqu'il avait du vin dedans. Inhabile à distinguer la fine champagne de l'eau-de-vie de marque, j'ai cependant affirmé que la liqueur de mon petit verre bleu devait être très vieille, selon moi, du moins. Fin du chapitre 5. Chapitre 6, Madame Vernet. Au premier engagement entre Madame Vernet et moi, Monsieur Vernet se tut. Et vous, madame, à quoi donc passez-vous vos loisirs? Je disais donc, et en général j'exagérais les liaisons,
le soin avec lequel nous lions nos mots étant le signe certain qu'on nous en impose. Je lis un peu, dit-elle. Aussitôt, je prononçai les noms de Baudelaire et de Verlaine. Elle m'avoua qu'elle ne les connaissait pas, et, loin de me redresser avec la mine sévère et condoléante du monsieur qui découvre une ignorance, j'eus la lâcheté de dire « Tant mieux pour vous », la lâcheté de le répéter, et de commencer l'éloge de la femme qui ne sait rien. Mais Madame Vernet. Une femme doit avoir au moins quelques notions d'histoire et de géographie. Sans doute, dis-je, et d'arithmétique. Et de musique, dit-elle. Soit, je vous accorde le piano, mais avec un seul doigt. Bientôt je lui fis toutes les concessions. Elle parlait assez correctement, en disant meilleur au lieu de meilleur. Elle aimait la peinture poésie, et la poésie peinture. Elle désirait élever son âme de temps en temps, comme on fait des haltères, par récréation et par hygiène. Aux beaux endroits d'un livre, elle ne s'en cachait pas, ses yeux se mouillaient de larmes. Cependant elle avait vidé bien des coupes, et la façon dont elle parla de l'amertume des choses me fit comparer sa vie à quelque tonneau qui a trop roulé et où la lie se dépose. Tandis que, 5 minutes après avoir glorifié la femme qui ne sait rien, je vantais bassement la femme qui sait tout. Fin du chapitre 6. Chapitre 7, symptômes. Ils n'ont pas d'enfants et s'ennuient. J'arrive au bon moment. Ils gardent à l'endroit du poète des préjugés en partie rectifiés, c'est-à-dire que ne voyant plus en lui un illuminé, un fou maigre, affamé et grugeur, légendaire et redoutable, ils le traitent encore d'être original et exceptionnel. S'il travaille, ils se signeraient et disent « Il travaille ». S'ils ne pensent à rien, ils disent « Laissons-le rêver ». Ou, le doigt tendu vers son front. Que peut-il se passer dans cette tête-là? Je porte la main à mes cheveux courts, comme pour remettre d'aplomb une auréole. Madame Vernet coud des boutons aux caleçons de son mari. Vous êtes heureux de pouvoir consacrer votre vie à l'art. Elle entend vraiment que je voue ma vie à l'art, la lui dédie et sacrifie. Elle me croit un peu prêtre, et me complimente sur ma vocation. Faut-il lui dire que je n'en ai pas, hein? Que je compose des vers aux heures perdues, parce que papa me sert provisoirement une petite rente, et que j'entretiens habilement ses illusions? Il veut faire de moi quelqu'un, et se saigne, jusqu'à ce qu'il découvre en son fils un paresseux vulgaire et rebouche ses 4 veines une fois pour toutes. D'ailleurs, dit monsieur Vernet, qui suit sa propre pensée et côtoie la mienne, le devoir d'un père n'est-il pas de s'ôter le pain de la bouche pour ses enfants? C'est juste, mais répugnant. Et si le mien s'ôtait le pain de la bouche pour me l'offrir, je le prierais poliment de l'y rentrer. Monsieur Vernet fume une cigarette, là d'avoir travaillé une journée de 10 heures à l'usine qu'il dirige. Ses paupières battent comme des volets mal accrochés. Parfois elles se ferment. L'effort qu'il fait pour les relever, les plisse à peine. Elles ressemblent à des coquilles de noix. Sa cigarette s'éteint à chaque instant. Il la rallume. Elle se meurt. C'est une lutte. Il a l'air de manger des allumettes. Madame Vernet. Ce n'est pas poétique de coudre des boutons. C'est cependant nécessaire pour que les caleçons tiennent. Va-t-elle reprendre l'argussie de l'autre jour? Elle fait, dans le tas des choses qu'elle accomplit, pense ou exprime, le triage de celles qui sont poétiques et de celles qui ne le sont pas. Manger des huîtres est poétique, mais manger de la soupe ne l'est plus. Dire monsieur Vernet est distingué, et dire mon mari commun. Elle pique avec l'adresse d'un chiffonnier, le mot chaise et le jette là, côté prose, puis le mot siège qu'elle dépose ici, côté vers. Soudain, monsieur Vernet, du fond de sa somnolence, pareil à un oracle que le suc des lauriers et des vapeurs méphitiques ont engourdi, annonce. Vous arriverez. Je l'espère, me laisse aller et compte mes rêves, en un bon fauteuil dont je frise les glands entre mes doigts. J'ai bien dîné, et j'éprouve le besoin d'intéresser quelqu'un à mon avenir. Mes jambes s'allongent, prennent possession du parquet, et mes pieds remuent comme la queue d'un chien qu'on flatte. Je ne fume pas. On me dit que je n'ai point de défaut, et on pense que si je crains le tabac et l'alcool, c'est non par délicatesse de femmelette, mais par prudence de grand homme qui se ménage. Je lève mes mains blanches pour que le sang n'ait pas la force d'y monter. On me demande des vers.
Mes vers n'ont que le mérite de s'en aller tout de suite, loin de ma mémoire. Ne vaut-il pas mieux causer doucement de choses diverses, en amis vieux déjà qui se pénètrent sans effort? Enfin j'ai un idéal, la pâleur de mon teint et ma tristesse en répondent. Ne pouvant fumer sa cigarette, Monsieur Vernet se décide à la sucer. Cher, lui dit Madame Vernet. Il continue, et ses dents mâchent des brins de tabac. Quelques-uns s'échappent, tombent, s'accrochent comme des insectes à son gilet. On ne sait plus s'ils viennent de sa bouche ou de son nez. Voyons, monsieur Henri, dites-nous quelque chose. Non, pas ce soir. Une autre fois, quand je serai plus en train. Les boutons du caleçon sont au complet. Madame Vernet l'agite. Le derrière se gonfle, comme s'il y avait quelqu'un. Étourdi par la chaleur et le peu que j'ai bu, je me le figure rempli pour de bon. J'y entre moi-même. Il est trop large, et Madame Vernet, à genoux, sa tête à hauteur de mes hanches, serre les ficelles. Je ne ressens que l'ennui d'être tripoté, de tourner à droite, à gauche, les mains en l'air, ou croisées sur mon ventre. Vainement je dis. C'est bon. Et veut m'en aller à mes affaires. Madame Vernet s'obstine, rentre le caleçon dans les chaussettes, s'écarte un peu pour voir sans trouble, assise sur ses talons, et pique une épingle dans son corsage. Je vous demande encore pardon d'avoir terminé ce petit travail devant vous, mais Monsieur Vernet n'a plus rien à se mettre. Je regarde cet homme, pris de pitié, prêt à lui offrir mon linge. Un grotesque a pris ma place, parle en mon nom, caricaturise mes gestes, digère et s'empâte. Fin du chapitre 7. Chapitre 8, Déviation. Ils disent l'un. Ma femme m'adore. Et l'autre. Monsieur Vernet est le plus honnête des hommes. Il n'avouerait pas que, séparés, ils sont heureux. Pourtant, le mari ne vit complètement que dans son usine. L'invention du téléphone lui a paru un événement immense. D'abord, il redoutait de s'aboucher avec l'appareil, disant au premier employé venu « Téléphonez donc pour moi, je n'ai pas le temps ». Et tandis que l'employé parlait au loin, Monsieur Vernet tournait autour de la cage, ainsi qu'un dompteur déjà mordu, n'osant jamais et se promettant d'oser, un peu fiévreux, comme un auteur qui écouterait en lui-même la répétition d'une pièce. Enfin il est entré, et maintenant voilà qu'il regarde l'appareil comme un confident. Hein? Ils sont toujours ensemble. Monsieur Vernet lui cause pour causer, et le soir, l'écho des conversations qu'ils ont eues se répercute encore. Imagine-toi Blanche, que j'ouvre la cage. J'entre, je dis allô, rien. Allô, rien. Croirais-tu qu'elle m'a fait attendre la communication 25 minutes, montre en main, hein? Elle, l'ennemi. Madame Vernet, les coudes sur la table, le nez dans sa tasse de thé, un petit doigt en accent aigu, répond. Matin. Elle a couru par les grands magasins, toute la soirée. Oui, je prendrai cela, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour une amie qui habite la province. Parfois elle achète pour rendre, et peut-être parce que ce va-et-vient de paquets fait bien aux yeux de sa concierge. Mais ce qu'elle garde est d'occasion. Le bon marché seul la tente. Je puis vous affirmer qu'elle a été rudement bien, me dit Monsieur Vernet. Il s'encourage à l'aimer, fier qu'elle me plaise, et quand je fais à Madame Vernet l'offre d'une civilité saupoudrée comme une gaufre, il sourit. Ah, ce Monsieur Henri! Il me croit connaisseur. Mes admirations pour la femme sont un hommage au goût du mari. Si nous étions seuls, je lui taperais sur l'estomac, et il me raconterait des saletés. Et Madame Vernet s'excite de son côté. Elle lui porte une solide, sincère affection. Dans ces moments de papillon noir, qui n'en a pas? Elle s'appuie sur la force, et se confie en la franchise de ce brave homme. Leur cœur allait s'éteindre, ne plus former que des boules de cendre froide. J'ai soufflé, et voilà qu'à la grande surprise de tous, des étincelles profondément enfouies s'enflamment, s'élancent. Je m'excite, à mon tour. J'ai été jusqu'à ce jour un petit monsieur désœuvré, qui se glorifiait ou se méprisait à outrance, et je sers à quelque chose. Je renoue l'une à l'autre ces deux âmes près de céder comme des cordes usées. À chacune de mes visites, je constate un nouveau progrès. C'est un rapprochement découvert, une façon délicate et inattendue de s'offrir du pain, du poivre, hors de propos,
un interminable débat anodin pour savoir qui se fatiguera à fatiguer la salade. Monsieur Vernet vient embrasser sa femme, avant même de déposer au vestiaire sa canne et son chapeau. Si je lui dis « Vous avez l'air fatigué, et ?» Il me répond « C'est que j'ai mal dormi cette nuit. » Il voudrait en compter plus long, et comme une pomme véreuse tend à tomber de sa branche, une grosse plaisanterie grasse lui pend au bout de la langue. Sa femme l'arrête par un « Voyons chérie, très tendre. » Elle a posé nonchalamment la main sur le rebord de la table, et la tête inclinée, les yeux brillants et clignotants, elle murmure « Oh, vilain. C'est moi qui rougis. Toutes mes félicitations à moi-même, hein. Je travaille bien. » Fin du chapitre 8. Chapitre 9, c'est bon. C'est bon. Et pourquoi ne s'aimerait-il pas, elle ? Vais-je m'imaginer que Madame Vernet, en apparence très loin de son ménage, y fait une fausse rentrée par coquetterie ? Il faut que je perde l'habitude de dire, enveloppant, comme une chose à cacher, ma bêtise ignorante dans une expression dédaigneuse. Je connais la femme, c'est un logogriffe, un écheveau. Madame Vernet est une femme simple, qui aime son mari, simplement à la papa. Monsieur Vernet a d'énormes biceps, roulants et grondants presque, quand il raidit et reploie son bras, comme un animal ennuyé ouvre et referme sa mâchoire. Il peut, entre ses tenailles de chair, écraser une noix, faire péter une balle élastique, et m'y briserait, si j'avais la maladresse de me laisser pincer. Il tord une fourchette en tire-bouchon, abat son poing d'un vigoureux coup sur l'angle d'une pierre de taille, sans se faire mal. Par envie et par impuissance, je prétends qu'il me trompe avec des trucs. Pour l'intelligence, Monsieur Vernet en vaut un autre. Il est parti de rien, hein. Il a fait sa situation seul, hein. À 15 ans, il gagnait sa vie. Et même, dit-il, âgé de 18 mois à peine, je venais déjà en aide à ma famille. Je remportais un prix de 500 francs et une médaille d'argent dans un concours de bébés. Il sait qu'on peut se vanter, sans ridicule, d'être travailleur. Afin qu'on ne l'accuse pas d'immodestie, il prend les devants. Par le ton d'un imbécile, il dit « Le pauvre me ressemble et comme moi, sans malice. » On l'entend déclarer « Hein ? Je ne suis qu'une bête, mais j'ai fait ce que j'ai pu, et quand on fait ce qu'on peut… » Madame Vernet proteste. « Mon ami, tu as tes mérites. Combien d'autres à ta place seraient restés en chemin ?» Flattée d'être considérée par son mari comme une femme supérieure, elle ajoute « Tu es si bon. » Ah, la bonne bonté que c'est bon. Madame Vernet s'anime, s'échauffe, fait des gestes comme si d'un ébauchoir, elle sculptait la statue même de la bonté, puissante et lourde, écrasant pêle-mêle sous son séant, le reste des qualités inutiles, la pouillerie des autres petites vertus. Je m'abandonne aussi, je jette le paradoxe aux orties, et prie l'excellente femme de vouloir bien accepter mon humble concours, et la petite boule de terre glaise que je colle à la statue, en plein milieu de la figure, pour lui faire le nez. Ainsi très fort, très bon, et peut-être plus spirituel qu'il ne le croit, tel apparaît Monsieur Vernet. Toutefois ce qu'il a contre lui et pour moi, c'est un commencement d'eczéma. Son sang malade, avec une persévérance de taupe, creuse de petits canaux à fleur de peau, et perce çà et là, et pousse dehors ses vésicules rouges, agaçantes et brûlantes. Fin du chapitre 9. Chapitre 10, Misère de misère. Le calme appartement des Vernet m'attire. La régularité de leur vie m'engraine, et je ne tente rien pour me ressaisir. Je ne sais pas ce que je vais faire chez eux, presque tous les soirs. Je monte les escaliers lentement, et quand je pèse sur le bouton du timbre, quelque chose de joyeux répond en moi. On m'attend. Mon couvert est toujours mis, c'est-à-dire qu'on se dépêche de le mettre dès que je sonne. J'enlève mon pardessus avant de dire bonjour, et je m'arrête un instant, afin de m'emplir le nez des odeurs qui viennent de la cuisine. Je gagne aussi peu vite que possible, la salle à manger. Je me mouche, cherche dans mes poches, fin de m'accrocher au porte-manteau, donne un coup de gant sur la poussière de mes bottines, je laisse à Madame Vernet le temps de faire des signes à sa bonne et de lui dire « Bah ! Vite, un gâteau de 2 francs aux amandes. » À la vérité, j'arrive en intrus, mais comme on ne me le fait pas sentir et qu'un dîner en ville est toujours bon à prendre, je salue d'un air dégagé,
en essayant de varier mes formules de politesse préparées dans la journée. Monsieur Vernet me serre les doigts impitoyablement, pour me prouver sa force, et tandis que je les agite un peu afin de les décoller, Madame Vernet me dit « Bonjour, poète. » J'ai voulu lui baiser la main, hein. Elle ne s'y attendait pas, son bras que je soulevais est retombé lourdement, et gauchement, je me suis gardé de le rattraper. En général, si les fourches de nos pouces et de nos index s'adaptent et s'entrecroisent avec netteté, je me sens à l'aise pour la soirée. Au contraire, je suis pris d'inquiétude comme un lièvre qui écoute, si elle ne m'accorde que le bout de ses doigts. Je les fais sauter dans le creux de ma main, de la façon qu'on soupèse des pièces d'or, pour voir si elles ont le poids. Installé, je deviens poseur, menteur et gobeur. La nourriture saine et abondante descend en moi, fait tampon, refoule mon âme dans un coin, l'étouffe. Quel excellent potage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.